Hello! Il y a un truc que j'ai envie de développer depuis un petit bout de temps dans ma pratique artistique, c'est ce que j'appelle des portraits de maison. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et j'ai déjà pu avoir quelques commandes de portraits de maison et je trouve que c'est une activité qui regroupe vraiment tout ce que j'aime faire et tout ce que je sais faire. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu ce en quoi ça consistait, comment est-ce que je prends ces projets-là, et puis ce que ça donne à la fin, le processus de peinture, etc. Histoire de vous montrer un petit peu tout ça. Ce que j'aime dans le fait de dessiner ces portraits de maison, c'est que d'une part, c'est du dessin d'architecture, et au cas où vous n'ayez pas encore remarqué, c'est un peu mon truc, mais en plus, en fait, c'est un dessin d'architecture du cœur, finalement. C'est-à-dire que je dessine pas juste un bâtiment lambda parce qu'il est joli, mais je vais dessiner une maison où des gens ont vécu. Ça va m'être demandé par des gens qui ont un attachement émotionnel souvent au lieu que je vais représenter. Et finalement, mon but, c'est à la fois de représenter les caractéristiques architecturales de la maison que je suis en train de dessiner, mais aussi un petit peu de m'imprégner de son âme, de m'imprégner des émotions que peuvent avoir mes clients au sujet de cet endroit et d'essayer de les faire ressortir un petit peu. Et donc, c'est un peu de ça dont j'ai eu envie de vous parler aujourd'hui et c'est pour ça que je vais vous emmener dans mon processus de création d'un de ces portraits de maison. Comme souvent, on va commencer avec une phase de crayonné. La justesse du dessin avec des très gros guillemets autour de justesse est quelque chose qui est plutôt important dans ma pratique pour moi. Après, j'admire énormément beaucoup d'artistes qui ne ressentent pas le besoin de construire leur dessin d'architecture ou d'autres choses d'ailleurs avant de dessiner, qui se sont affranchis de cette espèce de rigueur géométrique, mais moi je n'en suis pas encore là dans mon voyage artistique, on va dire. Et donc, lorsqu'il s'agit d'une commande où il y a réellement un besoin de ressemblance envers le modèle d'origine, je me base souvent sur le principe de quadrillage dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je vous mets le lien de cette autre vidéo dans le petit i ainsi que dans la barre d'infos. Vous pouvez constater que je me sers d'une règle. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je me priverais d'utiliser un outil qui est aussi adapté à cet usage. Alors oui, c'est important de savoir dessiner sans règle, mais c'est aussi utile lorsqu'on en a une de pouvoir s'en servir. Donc je ne me prive pas et lorsque j'en ai besoin, je me sers de cette règle. J'aime beaucoup ces petits réglés en métal tout plat, tout fin, tout léger, qui me permettent réellement d'avoir une rapidité dans l'exécution qu'une grande règle lourde ne me permet pas forcément. J'ai même leur version plus courte en 20 cm de glisser dans mon carnet de croquis parce que oui, parfois, mesurer, ça peut être utile même lorsqu'on fait du croquis. Maintenant que mon crayonné est fini, c'est le moment où je vais prendre une photo du dessin tel qu'il est pour le moment et l'envoyer à mon client pour qu'il puisse me valider la composition, la mise en page, ces choses-là, afin de ne pas perdre de temps par la suite et de ne pas avoir à refaire 8 fois l'ancrage. Parce que l'ancrage, c'est ce qu'on va faire maintenant, c'est quelque chose qui me prend beaucoup plus de temps que le crayonné, donc je préfère vraiment faire valider à mon client la composition, le dessin, le format, etc. à cette phase-là où tout est encore modifiable facilement. Lorsque je passe à l'encre, l'encre c'est indélébile et du coup les choses sont beaucoup plus compliquées à modifier. Pour cet ancrage, je vais me servir de mes stylos calibrés noirs préférés, les Pigma Micron, en taille 0,2 pour les détails et 0,3 pour les traits les plus épais et les plus denses. Je me sers de ces stylos très souvent et c'est ceux avec lesquels j'ai vraiment le meilleur résultat et le meilleur rapport qualité-prix. Après, si ça vous intéresse, j'ai testé tout un tas d'autres stylos qui sont waterproof et donc compatibles avec l'aquarelle. J'en ai fait une vidéo que je vous mets à nouveau dans le petit i et dans la barre d'infos. Vous pouvez remarquer ici par contre que je ne me sers quasiment pas de la règle
Pour l'ancrage, je préfère conserver les irrégularités qui sont liées au fait de dessiner à la main. Mais étant donné que mon crayonné est fait à la règle, il est beaucoup plus facile pour moi de dessiner des lignes droites par-dessus au stylo. Je trouve d'ailleurs que j'ai pas mal progressé dans l'ancrage, qui était probablement mon point faible il y a quelques années, mais sur lequel j'ai vraiment travaillé, principalement en faisant des dessins sans crayonner avant, directement à l'encre, pour me forcer à être plus à l'aise avec l'encre, avec le fait de dessiner de manière permanente, sans avoir la possibilité de pouvoir gommer. Ça m'a vraiment beaucoup aidé, et depuis, je trouve que je me débrouille plutôt pas si mal pour mes ancrages. J'ai réussi à avoir quelque chose qui est à la fois propre, mais qui reste tout de même dynamique et sensible, et qui fonctionne bien avec ma manière de travailler l'aquarelle, qui a quand même beaucoup de détails. Une fois le crayonné gommé, je viens rajouter à l'encre quelques petits détails qui manquaient et que je n'avais pas vus à cause de la présence du crayonné. L'ancrage est fini, du coup maintenant on va pouvoir passer à la partie la plus rigolote, la mise en couleur à l'aquarelle. Je commence toujours par faire le ciel, c'est ce qui va me donner l'ambiance de l'aquarelle. Et en plus, même si je déborde avec les couleurs claires du ciel sur la maison, ce n'est pas grave puisque je vais ajouter des couleurs plus foncées dessus. Que par contre, si je fais d'abord la maison et que je ne fais pas le ciel en premier, cela va être très difficile d'avoir un ciel qui soit très naturel et qui donne l'impression de réellement entourer la maison et pas seulement de passer autour. Ensuite, je passe à la végétation qui est autour de la maison et qui lui sert comme d'un écrin. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, avec lequel je suis très à l'aise. J'adore dessiner des arbres et de la verdure. Et donc, ça va me mettre en confiance pour pouvoir ensuite représenter la maison de la manière la plus juste et la plus douce possible. Vous l'avez peut-être vu sur la photo, mais j'ai pris quelques libertés avec la forme des arbres, car les arbres tels qu'ils étaient dans les photos que j'ai pu obtenir cachaient vraiment beaucoup la maison, et je trouvais ça un petit peu dommage. J'ai donc conservé leur forme générale, leur gabarit, mais je les ai un petit peu écartés, un petit peu rétrécis pour qu'on puisse mieux voir la maison. Néanmoins, il était tout de même important de conserver cet aspect enfoui dans le végétal et donc d'avoir certaines parties de la maison qui sont comme dissimulées. C'est ici la différence que je vois entre quelqu'un qui fait de la peinture et un photographe. Le photographe va constater de la réalité et jouer avec les cadrages, avec les points de vue pour mettre en valeur certaines parties de cette réalité. Là où le peintre va pouvoir s'arranger un petit peu avec ce qu'il a devant lui pour pouvoir aboutir à l'image qui fait passer le message et l'émotion qu'il cherche à faire passer. Je pense justement que c'est là tout mon travail lors d'un portrait de maison, de respecter le lieu tel qu'il est connu et reconnu par les personnes qui m'ont mandaté pour en faire un portrait, tout en apportant de très légères modifications pour que l'image soit la plus belle possible, mais aussi qu'elle ressemble le plus possible à l'âme du lieu et pas seulement à son apparence. Il m'est par exemple arrivé qu'on me demande de reproduire une maison telle qu'elle était dans les années 70 en me donnant des photos de ce à quoi elle ressemblait aujourd'hui, ainsi que quelques photos anciennes, pas forcément de la maison, des photos de vacances avec la maison en arrière-plan, pas entière, pour pouvoir comprendre ce à quoi elle ressemblait dans les années 70. C'est un travail qui demande un petit peu plus d'imagination, qui demande aussi des connaissances un petit peu en architecture pour savoir comment évolue une maison et qu'est-ce qui fait qu'une maison est typique des années 70. Et ça demande aussi un petit peu de travail de recomposition afin de pouvoir créer une image cohérente à partir de différentes images. Bien sûr, c'est toujours beaucoup plus simple pour moi si vous pouvez me fournir une photo vue de face de la maison selon l'angle que vous souhaitez. Mais bon,
Ce n'est pas forcément nécessaire si vous n'avez pas les photos, si votre famille n'habite plus dans cette maison, que c'est une maison que vous avez dû quitter, je trouverai des solutions, ne vous inquiétez pas. À quelles occasions me demande-t-on des portraits de lieux ? Eh bien, parfois, ça peut être parce que une maison va quitter le patrimoine familial, ou bien ça peut être parce que une famille a déménagé et qu'ils veulent conserver la trace de la maison dans laquelle leurs enfants ont grandi, ou bien encore ça peut être une maison dans laquelle on n'a jamais vécu, mais où on a fêté un événement, comme un mariage par exemple. Ma position, c'est que dès l'instant où vous voulez célébrer ou rendre hommage à un lieu qui vous est cher, je suis là pour vous aider, car c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je suis convaincue que les lieux ont comme une âme, ou plus exactement qu'ils se sont enrichis de petits morceaux de l'âme des gens qui ont vécu ou bien qui ont côtoyé ces lieux. Et c'est pour ça que c'est aussi important pour moi de dessiner l'architecture et d'en témoigner. Pour moi, ces maisons, l'architecture, ce n'est pas seulement des pierres ou du béton, c'est beaucoup plus que ça. C'est réellement la somme des souvenirs qui se sont créés à un endroit. Et c'est pour ça que j'aime autant les dessiner. Je fais maintenant un petit peu des sauts de puce entre les différents détails de la maison au fur et à mesure de l'inspiration. Cela me permet d'avoir une image à peu près cohérente car j'ai travaillé tous les morceaux de l'image en même temps. Là par exemple, les volets ainsi que les barrières devant les fenêtres sont peints de la même couleur verte. C'est donc logique que je les peigne en même temps, même si, bien sûr, ils ne sont pas au même endroit. Je suis sincèrement désolée si cette vidéo vous a un petit peu donné la nausée, mais je fais partie de la team des gens qui tournent leur papier sans arrêt pour peindre et pour dessiner. Je crois que c'est la malédiction des gauchers qui sont obligés de tourner leurs feuilles s'ils ne veulent pas frotter sur ce qu'ils viennent de faire avec leurs poignets. Désolée, vraiment. Un jour, j'arriverai à faire des speed paint parfaitement immobiles, mais ce jour n'est pas encore arrivé. On arrive à la fin de cette aquarelle, je viens faire quelques petites corrections au ciel pour le densifier, et voilà, c'est terminé. On arrive à l'instant satisfaisant où je vais retirer le masking tape tout autour et découvrir la marge blanche en espérant ne pas déchirer mon papier. Normalement, avec le papier Arches, ça se passe plutôt bien. C'est d'ailleurs pour ça que je l'utilise pour mes commandes, car c'est un papier qui est extrêmement fiable pour ça, et donc j'adore travailler avec. Petit instant satisfaisant quand le scotch vient révéler la marge blanche autour du dessin qui met en valeur les couleurs. Une petite signature au crayon gris pour ne pas prendre trop d'importance visuelle, mais être tout de même présente. Et l'aquarelle est terminée. Je vais la mettre sous presse quelques heures pour qu'elle soit bien à plat. Et ensuite, je vais l'emballer dans un joli papier de soie bleu marine à paillettes qui fait un petit peu ciel étoilé. J'adore ce papier. Et une fois qu'elle sera bien protégée dans son papier de soie, je vais la glisser dans une enveloppe rigide pour qu'elle puisse partir vers son nouveau propriétaire. Un petit sticker pour remercier la personne de sa commande. Si vous vous posez la question, oui, chaque sticker a été peint à la main avec les paillettes et un petit marque-page en cadeau pour remercier la personne de sa confiance. Et voilà, je glisse tout ça dans l'enveloppe rigide et direction le bureau de poste. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez lui laisser un pouce vers le haut ou me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et je poste des nouvelles vidéos tous les vendredis à 18h. Si vous avez envie de faire appel à moi, le lien de ma boutique est juste en dessous. Et moi, je vous remercie à nouveau d'être arrivé jusqu'ici. Et je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux et pour une prochaine vidéo. Salut!